Plus de 200 millions de personnes s'apprêtent à affronter des conditions climatiques qu'elles n'ont jamais rencontrées de toute leur existence. Imaginez un instant, plus de la moitié d'un continent sur le point d'être figé par un froid venu d'un autre monde. L'hiver que nous traversons ne ressemble en rien à vos souvenirs d'enfance. Quelque chose de fondamental s'est brisé dans l'atmosphère au-dessus de nos têtes, et les scientifiques qui surveillaient dans ce changement avec inquiétude confirment que la réalité dépasse désormais leurs prévisions les plus sombres. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui a bien pu se rompre au-dessus du pôle Nord pour que la nature se déchaîne avec une telle fureur? Autant ce que les météorologues qualifient aujourd'hui d'événement historique n'est pas une simple vague de froid qui s'évapore en 2 jours. C'est une épreuve de force qui va durer 2 semaines. Les services d'urgence sont déjà à bout de souffle alors que le gel le plus intense n'a même pas encore frappé. Si les experts s'expriment avec une telle gravité, c'est parce qu'ils savent que ce que nous voyons aux informations n'est que le commencement d'une transformation profonde de notre environnement immédiat. Prenez le temps de comprendre ce qui se joue. Il ne s'agit pas de céder à la panique, mais d'écouter le récit de ce qui se déploie sous nos yeux pour protéger ceux que nous aimons. Le froid qui s'abat sur nous n'est pas une tempête ordinaire. C'est le résultat d'un bouleversement titanesque survenu très haut dans l'Arctique, un événement qui a déchiré le système naturel censé maintenir l'air le plus glacial prisonnier du pôle Nord. Cette barrière protectrice, ce rempart invisible qui gardait le gel extrême confiné au sommet du monde, a fini par céder. Ce qui aurait dû rester loin dans le nord s'écoule désormais vers le sud, envahissant des régions qui ne connaissent presque jamais une telle rigueur. Nous parlons d'infrastructures qui n'ont jamais été conçues pour résister à une telle agression, et de communautés où les habitants ne sont tout simplement pas habitués à des températures aussi cruelles. Dans des dizaines d'États, l'état d'urgence a déjà été déclaré. Les compagnies d'énergie scrutent leur réseau avec une anxiété croissante, car la demande de chauffage explose simultanément sur des territoires immenses. Sur le terrain, les équipes routières luttent jour et nuit, mais la glace s'accumule plus vite qu'on ne peut la traiter. Même nos cieux sont paralysés. Les aéroports annulent des milliers de vols, non seulement à cause de la neige, mais parce que le froid extrême rend les opérations techniques trop dangereuses ou techniquement impossibles. Si vous vous trouvez dans les régions du centre ou du sud, vous assistez à un phénomène qui ne se produit peut-être qu'une ou 2 fois par génération. Le vent transperce tout sur son passage, transformant la simple action de sortir de chez soi en une expédition qui nécessite une préparation minutieuse. La glace s'alourdit sur les lignes électriques et les branches d'arbres, exerçant une pression que ces structures n'ont pas été calculées pour supporter sur une durée aussi longue. Ce qui se joue ici dépasse les frontières d'une tempête locale. C'est une réaction en chaîne qui menace nos chaînes d'approvisionnement, nos systèmes énergétiques et nos réseaux de transport nationaux. Les scientifiques qui scrutent les pôles avaient déjà repéré les signaux d'alarme depuis plusieurs semaines. Ils ont observé, avec une inquiétude grandissante, les températures de la stratosphère, à des kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, grimper de manière soudaine et brutale. Les courants de vent qui maintiennent habituellement l'air arctique prisonnier ont commencé à faiblir et à se disloquer sous leurs yeux. Bien qu'ils aient anticipé ce phénomène, l'intensité et l'ampleur de ce qui se déroule actuellement sidèrent même les experts les plus chevronnés. La dernière fois qu'un tel événement s'est produit, mais c'était il y a plusieurs décennies. Certains d'entre vous se souviennent peut-être des hivers extrêmement rudes des années 1980, lorsque le froid s'était installé durablement, rendant les conditions de vie presque insupportables. Nous approchons à nouveau d'un tel scénario, mais avec une différence majeure. Notre population a beaucoup augmenté et nos infrastructures sont devenues plus complexes et par endroits plus vulnérables. Nous avons bâti des systèmes qui reposent entièrement sur une stabilité climatique qui, en ce moment précis, n'existe plus. Si vous vous demandez si l'alerte est réelle ou s'il s'agit d'une simple exagération, comprenez que les enjeux actuels dépassent de loin une simple tempête hivernale passagère.
Ce que nous vivons est une rupture profonde qui va éprouver notre résilience pendant les 2 prochaines semaines. C'est pourquoi rester informé et se préparer n'a jamais été aussi vital. En partageant ce que nous savons, nous aidons nos voisins et nos communautés à rester en sécurité face à l'imprévisible, car nous sommes tous liés dans cette épreuve. Plongeons maintenant au cœur de ce qui se passe en temps réel à travers tout le pays. Au moment précis où vous écoutez ce récit, les centres d'opération d'urgence de dizaines d'États sont déjà en état d'alerte maximale, leurs bureaux bourdonnant d'une activité fébrile. Ce déploiement de force ne répond pas à une météo hivernale ordinaire. Les autorités savent pertinemment qu'elles font face à un phénomène capable de saturer totalement nos capacités de réponse habituelles. Des gouverneurs ont déjà apposé leur signature sur des déclarations d'état d'urgence, des documents officiels qui permettent de libérer des ressources massives en un temps record. Grâce à ces mesures, les services publics peuvent désormais faire appel à des renforts venus d'autres régions et les départements des transports sont autorisés à contourner les procédures habituelles pour acheminer en urgence le sel et le sable, là où le besoin est le plus criant. Il ne s'agit pas ici de simples précautions prises par excès de prudence. Ce sont des réponses directes à des conditions qui provoquent des, déjà des perturbations majeures et qui, selon toutes les prévisions, vont s'aggraver de manière significative. Pour bien comprendre la gravité de la situation, il faut s'intéresser au calendrier de cet événement. Or, ce mur de froid ne s'est pas dressé en une seule nuit. Le schéma météorologique a commencé à se dessiner dès la fin du mois de janvier, mais le moment où l'inquiétude s'est transformée en crise critique s'est produit au cours des derniers jours. Actuellement, un système dépressionnaire massif déverse de la neige, de la glace et des vents violents sur le territoire. Mais derrière cette tempête se cache le véritable danger, un immense réservoir d'air arctique qui s'est installé sur une majeure partie du pays et qui ne montre aucun signe de retrait rapide. Dans les régions du Midwest, les alertes au blizzard ne sont plus de simples avertissements, elles couvrent désormais plusieurs États. Il est crucial de faire la distinction. Nous ne parlons pas d'une simple tempête de neige, mais bien d'un blizzard. Cela signifie des vents soutenus et des chutes de neige créant des conditions de voile blanc total, où la visibilité tombe brusquement à zéro. Dans cet environnement fantomatique, les routes deviennent non seulement impraticables à cause de l'épaisseur de la neige, mais aussi parce qu'il est littéralement impossible de distinguer où se trouve la chaussée. Les conducteurs qui tentent malgré tout de voyager dans de telles conditions se mettent en péril et créent des situations de sauvetage dramatiques qui épuisent les services de secours déjà sous pression. Certaines communautés rurales se retrouvent déjà de fait isolées du reste du monde, ne pouvant compter que sur leurs propres réserves et leur propre courage en attendant que le ciel s'apaise enfin. Pendant que la neige paralyse le nord, c'est la glace qui devient le cauchemar des États centraux. Si la neige peut être déblayée, salée ou repoussée par des machines, l'accumulation de glace est un adversaire d'une toute autre nature. Lorsque la pluie verglaçante commence à tomber, elle recouvre chaque surface d'un linceul translucide et impitoyable. Les lignes électriques s'alourdissent à mesure que la glace s'épaissit, atteignant parfois plus d'1 centimètre de gaine glacée. Des arbres qui semblaient solides cèdent brusquement sous ce poids invisible, emportant dans leur chute les câbles qui alimentent des milliers de foyers. La situation est d'autant plus critique que le froid extrême rend les réparations presque impossibles. L'équipement tombe en panne. Les matériaux deviennent fragiles comme du verre, et les ouvriers ne peuvent rester exposés que quelques minutes avant de risquer leur vie. Les compagnies d'énergie dans de nombreux États surveillent actuellement leur système avec une intensité qu'elles réservent habituellement aux canicules les plus étouffantes de l'été. Cependant, il existe une vérité technique que peu de gens mesurent. Le pic de demande hivernale est fondamentalement différent et, d'une certaine manière, beaucoup plus complexe à stabiliser que les pics estivaux. En été, la demande pour la climatisation grimpe progressivement au fil des heures pour atteindre son maximum en fin d'après-midi avant de redescendre
avec la chute du soleil. En hiver, lorsque le froid est aussi mordant, la demande de chauffage est implacable et sans répit. Elle ne faiblit pas durant la nuit car la température extérieure ne remonte jamais assez pour offrir une pause au système. Les foyers ont besoin de chaleur de manière continue, ce qui place le réseau électrique et les infrastructures de gaz naturel sous une tension constante et non plus seulement passagère. L'inquiétude des ingénieurs ne porte pas uniquement sur la capacité de production brute, mais sur la résistance physique de l'infrastructure elle-même. Les transformateurs, les sous-stations et les gazoducs sont poussés jusqu'aux limites extrêmes de leur conception. Voyager est devenu une entreprise véritablement périlleuse sur de vastes portions du continent. Les grands aéroports ont déjà dû annuler des milliers de vols. Si certaines de ces annulations sont dues directement à la météo sur place, et à la neige ou aux givre sur les pistes, d'autres sont causées par l'équipement technique qui refuse simplement de fonctionner par un gel aussi profond. C'est un effet domino. Les équipages et les appareils se retrouvent donc bloqués à un point de la chaîne, créant des retards en cascade qui paralysent l'ensemble du système de transport national. Sur Terre, le spectacle est tout aussi frappant. Les autoroutes, qui sont d'ordinaire des artères vitales et bouillonnantes de commerce, sont désormais vides ou presque désertes. Ce n'est pas forcément le résultat d'ordres gouvernementaux stricts, mais plutôt une prise de conscience collective. Tenter de conduire dans de telles conditions est incompatible avec la vie si le moindre incident survient. Le Grand Sud fait face à un défi particulièrement redoutable. Lorsque ce froid polaire atteint des états où le gel est une rareté, le danger est multiplié par 10 car rien n'a été bâti pour y faire face. Dans ces régions, les tuyaux d'eau sont souvent installés trop près de la surface ou dans des endroits qui ne seraient jamais vulnérables lors d'un hiver normal. Les systèmes de chauffage y sont également dimensionnés pour un froid épisodique et non pour des gelées persistantes. De plus, la population ne possède pas les vêtements d'hiver spécialisés qui sont monnaie courante dans les États du Nord. L'expérience et les réflexes nécessaires pour gérer un froid intense font tout simplement défaut là où l'hiver est habituellement une saison douce. Ce qui serait considéré comme une situation gérable dans le Minnesota devient une crise humanitaire dans le Mississippi. Tout, pour de la construction des maisons à la manière dont les gens organisent leur quotidien, repose sur l'hypothèse qu'un tel froid n'arrivera jamais. L'impact humain est déjà flagrant. Les écoles sont fermées, non pas pour un jour ou deux, mais parfois pour des périodes prolongées, car transporter les enfants en toute sécurité est devenu impossible. Des entreprises qui restent habituellement ouvertes par tous les temps ont baissé le rideau, soit parce que leurs employés ne peuvent pas circuler, soit parce que les bâtiments eux-mêmes ne peuvent plus être chauffés convenablement. Les centres d'accueil pour les sans-abri fonctionnent au-delà de leur capacité, accueillant des personnes exposées à un risque mortel. Ou des centres communautaires se sont transformés en points de chauffage d'urgence pour ceux dont le système est tombé en panne ou qui ne peuvent plus se permettre de chauffer leur foyer sans interruption. Les hôpitaux se préparent à une augmentation massive de la demande tout en luttant pour que leur propre personnel puisse accéder à son poste de travail. Dans ces établissements de santé, les plans d'urgence sont activés, mais la flexibilité est réduite, car presque aucune région n'est épargnée pour envoyer des renforts. Le secteur agricole subit actuellement des chocs dont nous ne mesurerons la véritable portée que dans plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Imaginez le bétail, ces bêtes qui ont désespérément besoin de protection contre un froid aussi mordant. Même avec la plus grande vigilance des éleveurs, les systèmes d'abreuvement finissent par geler malgré toutes les précautions, privant les animaux d'une eau essentielle à leur survie. Les cultures, celles qui auraient pu braver un hiver ordinaire, se retrouvent aujourd'hui directement menacées par des températures qui ne pardonnent rien. Lorsque le thermomètre descend à des niveaux aussi abyssaux, les conséquences économiques globales dépassent largement les simples frais d'intervention immédiats ou le coût des réparations d'urgence des infrastructures. Ce qui transforme ce défi en une épreuve de force redoutable, c'est sa longévité exceptionnelle. S'il ne s'agissait que d'un événement d'une seule journée,
nos communautés pourraient simplement s'abriter et utiliser massivement leurs ressources de secours pendant une courte période avant de se relever. Mais les prévisions sont formelles. Ce froid s'est installé et il persiste. Cette durée signifie que les stocks s'épuisent dangereusement, que les systèmes d'alimentation de secours consomment leurs dernières réserves de carburant, que le matériel lâche à force d'être sollicité sans répit, et que les hommes, eux aussi, commencent à s'épuiser. Dans une crise qui s'étire, la fatigue devient un facteur déterminant que l'on ne retrouve pas dans les crises brèves. Les autorités surveillent actuellement plusieurs points avec une inquiétude particulière. Le réseau électrique saura-t-il encaisser cette demande de chauffage ininterrompue? Les réseaux routiers resteront-ils suffisamment praticables pour que les camions de livraison puissent acheminer les marchandises de première nécessité? L'infrastructure de gaz naturel, si déjà soumise à une pression colossale, pourra-t-elle supporter les nuits les plus glaciales? Ce ne sont pas des questions hypothétiques, mais des problèmes actifs suivis d'heure en heure. Certaines localités perçoivent déjà les premiers signes de rupture. Dans certains quartiers, les rayons des magasins présentent des vides, car les camions n'ont pas pu se frayer un chemin. Dans les zones rurales, des stations-service se retrouvent à sec, car les camions citernes ne peuvent plus circuler en sécurité. Nous ne parlons pas d'une pénurie généralisée, mais ce sont des indicateurs de la fragilité de nos systèmes lorsque la météo frappe autant d'endroits à la fois. La tempête elle-même, avec sa neige et son givre, n'est en réalité que le mécanisme de livraison d'un problème bien plus vaste. La véritable histoire, celle qui se cache derrière, c'est ce bassin d'air arctique massif qui s'est aventuré si loin vers le sud et qui ne montre aucun signe de retrait immédiat. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas juste une tempête de plus qui laisse derrière elle une météo normale. Pour saisir pourquoi nous vivons cela, il faut porter notre regard bien plus haut, au-dessus du pôle Nord, vers un phénomène dont peu de gens se soucient, mais qui a une influence immense sur nos hivers, le vortex polaire. Imaginez ce vortex comme une immense rivière de vent qui circule en boucle autour de la région arctique, très haut dans l'atmosphère, à des kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Cette rivière de vent existe à cause de la différence brutale de température entre l'Arctique privé de soleil en hiver et les régions plus au sud qui en reçoivent davantage. Ce contraste thermique crée une différence de pression qui propulse des vents puissants tournoyant autour du pôle. Tant que ce système reste fort et stable, il agit comme une clôture, une barrière qui maintient l'air le plus glacial enfermé là où il doit être, au nord. La frontière reste alors stable et loin de nous. Mais parfois, quelque chose ne va pas avec cette clôture. Ce qui s'est produit à la mi-janvier est l'exemple parfait d'une rupture dramatique du vortex polaire. Les scientifiques ont observé un phénomène appelé réchauffement stratosphérique soudain. Dans la stratosphère, cette couche d'air située bien au-dessus de l'endroit où se joue la météo, les températures ont bondi de plusieurs dizaines de degrés en seulement quelques jours. Ce choc thermique a brisé les courants de vent du vortex. Ce flux circulaire puissant a commencé à faiblir, puis il s'est scindé en plusieurs morceaux qui ont dérivé loin du pôle. Une fois cette barrière protectrice brisée, plus rien ne retient l'air arctique. C'est comme si une clôture s'était soudainement ouverte. L'air glacial commence alors à s'écouler vers le sud, voyageant bien plus loin qu'à l'accoutumée. Ce que nous ressentons aujourd'hui n'est pas un froid né ici, c'est l'air même du pôle Nord qui a été relâché. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous vivons, il faut parfois se tourner vers le passé, car l'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle rime souvent. Ce n'est pas la première fois que le rempart atmosphérique du pôle se brise et les archives météorologiques gardent la trace de ces moments où la nature a repris ses droits de manière spectaculaire. Les scientifiques étudient ces ruptures du vortex polaire depuis des décennies, car elles apportent avec elles un froid d'une nature différente, un froid qui s'installe et refuse de partir. Souvenez-vous, ou imaginez, l'hiver de 1985.
À cette époque, une rupture du vortex très similaire à celle que nous observons aujourd'hui avait plongé le pays dans un gel profond qui avait duré des semaines. Les records de température étaient tombés les uns après les autres, et le froid s'était aventuré si loin vers le sud qu'il avait anéanti les récoltes d'agrumes jusqu'en Floride. Mais la leçon la plus amère de cette année-là fut que le froid est un tueur silencieux qui frappe souvent après la tempête. De nombreux décès ne sont pas survenus pendant le pic des intempéries, mais dans les jours et les semaines qui ont suivi, d'un à cause de pannes d'électricité prolongées ou d'accidents domestiques liés au chauffage. Puis, il y eut 1996, une année marquée par une série de blizzards qui avait paralysé tout l'est du continent. Les images de villes ensevelies sous des mètres de neige font encore partie de la mémoire collective. Ce que cet hiver nous a appris, c'est l'importance vitale de la solidarité communautaire lorsque les institutions sont dépassées par l'ampleur du désastre. C'est là que nous avons vu des voisins aider des voisins, des propriétaires de véhicules tout-terrain transporter des malades vers les hôpitaux et des inconnus ouvrir leurs portes à ceux qui n'avaient mis plus de chauffage. Plus récemment, en 2014, le terme de vortex polaire est entré pour la première fois dans le vocabulaire du grand public. On a bien que cet événement ait été plus court que celui que nous affrontons aujourd'hui, il a révélé la rapidité avec laquelle nos systèmes modernes peuvent être saturés, des rails de chemin de fer gelés à Chicago aux pénuries de propane dans les zones rurales. Ces événements historiques nous montrent que le danger ne réside pas seulement dans la température elle-même, mais dans la persistance du phénomène. Pourquoi ces vagues de froid arctique sont-elles si tenaces? Lorsqu'une tempête hivernale ordinaire passe, l'air froid qui l'accompagne se déplace avec elle et les températures y remontent assez vite. Mais quand le vortex est brisé, c'est la structure même de l'atmosphère qui change. L'air polaire s'installe comme un bassin lourd et dense. Il faut beaucoup de temps pour que l'atmosphère se réorganise et repousse cette masse vers le nord. En général, ces cycles durent au moins 2 semaines, parfois plus. Certains se demandent si ces ruptures de vortex sont liées aux changements climatiques globaux. Les chercheurs explorent dans l'idée que le réchauffement rapide de l'Arctique pourrait affaiblir le vortex polaire, rendant ces incursions d'air glacial plus fréquentes dans nos latitudes moyennes. Et bien que le débat scientifique soit toujours en cours, une chose est certaine, nous devons nous préparer à une plus grande variabilité de nos hivers. Le concept de normalité est en train de s'élargir, incluant désormais des extrêmes que nous pensions appartenir au passé lointain. Le message des scientifiques, lorsqu'ils disent que ce n'est que le début, est double. À court terme, cela signifie que nous n'avons pas encore atteint le pic des difficultés pour les 2 prochaines semaines. À long terme, cela suggère que nous entrons peut-être dans une ère où nos hivers seront moins prévisibles et plus violents. Comprendre cette réalité n'est pas une question de peur, mais de respect pour les lois physiques de notre atmosphère qui, malgré toute notre technologie, reste bien plus puissante que nous. L'ampleur géographique de cet événement est tout simplement sidérante lorsque l'on prend le temps de l'observer dans sa globalité. À l'heure actuelle, plus de 30 États se trouvent sous le coup d'une forme ou d'une autre d'alerte météo hivernale. Cette zone d'influence immense s'étire sans interruption de la frontière canadienne jusqu'aux côtes du golfe du Mexique et des montagnes rocheuses jusqu'à l'océan Atlantique. Nous parlons ici de régions au climat et aux infrastructures radicalement opposées, qui sont pourtant toutes frappées simultanément par la même perturbation atmosphérique massive. Dans le Midwest et les plaines du Nord, là où les habitants sont pourtant habitués à la rudesse de l'hiver, la situation actuelle repousse les limites de l'endurance humaine. Ce n'est pas seulement le froid qui inquiète, mais un froid qui refuse de faiblir, couplé à des conditions de blizzard qui rendent tout déplacement suicidaire. Dans certains secteurs, l'indice de refroidissement éolien a chuté à des niveaux si bas que la peau exposée peut geler en seulement quelques minutes. Ce n'est pas une exagération ou un simple inconfort, c'est une force physique impitoyable qui oblige même les communautés les mieux préparées à se calfeutrer totalement. Au cœur de ces régions,
Les familles d'agriculteurs luttent heure après heure pour protéger leur bétail. Les animaux ont un besoin vital d'abri contre le vent et d'un accès constant à une eau non gelée. Pourtant, même avec les meilleurs équipements, le métal devient fragile et les systèmes d'eau se figent. Dans ces zones rurales, l'isolement devient un danger mortel. Lorsqu'un hôpital se trouve à 64 km et que les routes sont effacées par la neige, la moindre urgence médicale se transforme en une menace vitale. Si un incendie se déclare, les camions de pompiers volontaires peuvent ne pas démarrer ou rester bloqués par les congères, transformant un incident gérable en une perte totale. Plus au centre, une véritable ceinture de glace s'est formée, s'étendant du Texas jusqu'à la vallée de l'Ohio. C'est ici que les effets combinés de la tempête sont les plus dévastateurs. Après une première phase de pluie verglaçante, les températures ont chuté si brutalement que la glace ne fond plus. Elle s'accumule couche après couche sur les lignes électriques et les arbres, ajoutant chaque jour un poids insoutenable. Perdre l'électricité dans ces conditions n'est pas un simple désagrément, c'est perdre sa source de chaleur alors que la température intérieure des maisons chute à vue d'œil. Pour compenser, certains utilisent des générateurs ou des chauffages d'appoint de fortune, ce qui entraîne chaque année des tragédies évitables liées aux incendies ou aux intoxications au monoxyde de carbone. Enfin, le Grand Sud fait face à une situation radicalement différente, mais tout aussi critique. Des États comme la Louisiane, le Mississippi ou la Géorgie luttent contre un froid pour lequel rien n'a été conçu. Ici, les tuyaux d'eau ne sont pas enterrés profondément sous la ligne de gel comme dans le nord. En conséquence, ils gèlent et éclatent massivement, inondant les plafonds et les murs dès que le dégel commence, causant des dommages financiers colossaux. La différence de préparation est frappante. Alors qu'un habitant du Minnesota sait parfaitement comment s'habiller en plusieurs couches ou reconnaître les premiers signes d'engelure, une grande partie de la population du Tennessee ne possède ni ces connaissances réflexes, ni les vêtements adaptés. Ce manque d'expérience culturelle face au froid extrême transforme une situation qui serait gérable ailleurs en une véritable crise humanitaire locale. Les écoles ferment pour des durées indéterminées, perturbant non seulement l'éducation, mais aussi l'accès aux repas pour les enfants les plus vulnérables. Nous voyons ici comment un seul événement climatique brise les liens invisibles qui font fonctionner notre société au quotidien. L'impact humain de ce froid polaire est désormais tragiquement visible partout où le gel s'est installé. Dans de nombreuses régions, les écoles ne sont plus seulement fermées pour une journée ou deux, mais pour des périodes indéfinies, car garantir la sécurité des enfants lors de leur déplacement est devenu un défi insurmontable. Les entreprises, même celles qui résistent d'ordinaire aux intempéries, ont dû cesser leurs activités car leurs employés ne peuvent plus circuler ou parce que leurs bâtiments sont devenus impossibles à chauffer convenablement. Cette paralysie n'est pas qu'économique, elle rompt les liens sociaux vitaux qui soutiennent nos communautés au quotidien. Au cœur de cette tourmente, les populations les plus vulnérables subissent de plein fouet les conséquences les plus cruelles. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles pauvres et les sans-abri portent le fardeau le plus lourd de cette anomalie climatique. Pour ces groupes, l'absence de ressources ou de mobilité transforme une vague de froid en une menace existentielle immédiate. Les refuges pour les sans-abri fonctionnent aujourd'hui bien au-delà de leur capacité habituelle, tentant désespérément d'abriter des hommes et des femmes exposés à des risques de mort par hypothermie. Face à cette urgence, des centres communautaires et des bâtiments publics ont été réquisitionnés pour servir de points de chauffage, offrant un sanctuaire à ceux dont le chauffage a lâché ou qui n'ont tout simplement plus les moyens de se chauffer sans interruption. Le sort des personnes âgées est particulièrement préoccupant, surtout pour celles qui vivent seules dans l'isolement. Beaucoup ne réalisent pas à quel point le froid est devenu dangereux ou n'ont personne pour s'assurer que leur foyer reste un endroit sûr. C'est ici que la solidarité de voisinage devient la véritable frontière entre la vie et la mort. L'histoire de chaque grande crise hivernale nous enseigne que des vies
sont sauvés parce qu'un voisin a osé frapper à une porte, a passé un appel téléphonique ou a remarqué qu'aucune fumée ne sortait d'une cheminée voisine. Ces vérifications informelles comblent les failles que les services de secours officiels, malgré leur dévouement, ne peuvent pas toujours atteindre. Nos systèmes de santé, quant à eux, font face à une double pression sans précédent. D'un côté, la demande de soins explose de manière exponentielle. Les hôpitaux voient affluer des patients souffrant de blessures liées au froid, de traumatismes dus aux accidents de la route sur le verglas ou encore de crises cardiaques déclenchées par l'effort intense du déneigement. De l'autre côté, ces mêmes établissements luttent pour maintenir leur personnel en poste, car les soignants ont eux-mêmes un mal immense à rejoindre leur lieu de travail à cause des routes bloquées. Dans de nombreuses infrastructures médicales, des plans d'urgence ont été activés, obligeant le personnel de garde à dormir sur place pour garantir la continuité des soins. La situation est d'autant plus critique dans les zones rurales où la désertification médicale des dernières années a laissé des territoires immenses avec très peu de ressources. Lorsqu'un hôpital doit desservir une zone couvrant des centaines de kilomètres et que les ambulances voient leur temps de réponse s'allonger dramatiquement à cause des conditions routières, chaque minute perdue devient une tragédie. Contrairement aux crises localisées, l'ampleur nationale de cet événement empêche tout transfert massif de ressources depuis des régions épargnées, mais car presque tout le continent est en état d'alerte simultanément. C'est une épreuve de résilience totale où chaque communauté doit puiser dans ses propres forces pour protéger ses membres les plus fragiles, en attendant que le souffle de l'Arctique finisse par s'apaiser. Au-delà des routes enneigées et des paysages figés, une bataille invisible se joue pour maintenir l'intégrité des systèmes dont nous dépendons chaque seconde. L'infrastructure d'un pays n'est pas simplement un ensemble de ponts et de chaussées. C'est un réseau complexe et interdépendant de fils électriques, de conduites de gaz, de systèmes de distribution d'eau et de relais de communication. Toutes ces structures ont été bâties sur des hypothèses de fonctionnement précises, dans des limites de température que la nature est en train de pulvériser sur une immense partie du territoire. Le cœur de cette lutte se situe dans le réseau électrique. Maintenir l'équilibre entre la production et la demande est un exercice de haute voltige qui ne tolère aucune erreur. Contrairement aux pics de chaleur estivaux où la consommation de climatisation redescend avec la fraîcheur de la nuit, le besoin de chauffage par un gel aussi intense est implacable. Il ne connaît pas de répit nocturne. Cette demande constante impose une charge maximale soutenue sur des infrastructures qui n'ont jamais été conçues pour fonctionner à plein régime pendant plusieurs semaines consécutives. La production d'électricité elle-même est menacée. Le gaz naturel, qui alimente une part croissante de nos centrales, rencontre ses propres limites physiques. À ces températures, les têtes de puits peuvent geler, les pipelines perdent de leur pression et les usines de traitement voquées à leurs équipements devenir défaillants. Au moment précis où les foyers ont besoin de plus de gaz pour se chauffer, les centrales électriques en réclament également davantage pour produire de l'énergie. Cette double pression crée un goulot d'étranglement qui fragilise l'ensemble de la pyramide énergétique. Sur le terrain, les lignes électriques subissent une torture physique. Le métal se rétracte sous l'effet du froid et le poids de la glace devient un adversaire redoutable. Un simple quart de pouce de givre accumulé peut sembler dérisoire, mais sur des centaines de mètres de câbles, cela représente des milliers de livres de pression supplémentaires. Les lignes s'affaissent, au fil se balancent dangereusement sous l'effet du vent dans un phénomène que les ingénieurs appellent le galop des lignes, finissant par toucher le sol ou les arbres et provoquant des courts-circuits massifs. Même les transformateurs, ces pièces maîtresses de la distribution, voient leurs huiles de refroidissement devenir visqueuses et inefficaces, augmentant le risque d'explosion ou de panne irréparable. Cette vulnérabilité est décuplée dans les États du Sud. Dans le Nord, les réseaux sont renforcés et entretenus pour affronter la rigueur polaire, mais au Sud, l'analyse des coûts a historiquement favorisé des installations moins protégées. L'histoire nous a montré
notamment lors des gelées catastrophiques du Texas en février 2021, que l'absence d'isolation thermique sur les infrastructures critiques peut transformer une vague de froid en un désastre total. Bien que des améliorations aient été tentées, la mise en conformité de milliers de kilomètres de réseau est un processus qui prend des années et des milliards de dollars. Le plus grand danger réside dans l'effet domino, ces défaillances en cascade où l'effondrement d'un système entraîne tous les autres. Si l'électricité se coupe, les pompes à eau s'arrêtent, privant les pompiers de pression pour lutter contre les incendies qui se déclarent à cause des chauffages de fortune. Si les routes sont bloquées par le verglas, les équipes de réparation ne peuvent pas atteindre les transformateurs défectueux, prolongeant les pannes pendant des jours. Dans cet environnement hostile, chaque heure qui passe dégrade un peu plus la résilience de nos sociétés. Le coût économique de ces ruptures se chiffrera en milliards de dollars, entre les réparations directes, les pertes de productivité et les chaînes logistiques rompues, nous rappelant brutalement que notre confort moderne est suspendu à un fil bien plus fragile que nous ne voulons l'admettre. Lorsque les scientifiques affirment que ce n'est que le début, ils ne cherchent pas à dramatiser la situation pour le plaisir de l'effet d'annonce. Ils s'appuient sur des modèles atmosphériques rigoureux, sur des précédents d'historique et sur les lois fondamentales de la physique qui régissent notre climat. Ce que nous devons comprendre pour affronter les jours à venir, c'est que la tempête de neige, hors de pluie verglaçante et de vent que nous subissons actuellement, n'est en réalité qu'un mécanisme de livraison. La véritable histoire, celle qui menace notre quotidien sur le long terme, se cache juste derrière. C'est ce bassin massif d'air arctique qui s'est enfoncé de manière inhabituelle vers le sud et qui ne montre aucun signe de retraite immédiate. Cette masse d'air froid n'est pas une simple visiteuse passagère qui repartira au premier rayon de soleil. Contrairement à une tempête hivernale classique qui apporte un froid vif, mais bref avant de s'éloigner, ce bassin d'air polaire s'est installé et semble vouloir s'enraciner dans nos latitudes. Dans l'esprit de beaucoup de citoyens, il existe une hypothèse intuitive rassurante selon laquelle, une fois la tempête passée, tout reviendra rapidement à la normale comme par enchantement. Dès malheureusement, cette vision est erronée. Une fois que les précipitations s'arrêteront, que la neige cessera de tomber et que les vents violents s'apaiseront enfin, le froid, lui, restera. Les masses d'air polaire de cette nature ne se dissipent pas rapidement. Ce sont des poches d'air denses, compactes et lourds, qui possèdent leur propre stabilité et leur propre élan. Pour que cet air glacial quitte nos régions, il faudrait qu'une force atmosphérique supérieure vienne le déloger. Habituellement, il s'agit d'une masse d'air plus chaude et dynamique venant du sud ou de l'ouest, mais pour les 2 prochaines semaines, la configuration de notre ciel empêche ce mouvement de libération. Le courant jet, cette immense rivière d'air circulant à haute altitude et qui dirige les systèmes météorologiques, s'est positionné d'une manière telle qu'il continue de canaliser l'air arctique directement vers le sud au lieu de permettre à la douceur de remonter vers le nord. Pour nous, au sol, cela se traduit par une réalité brutale. Les températures resteront largement sous les normales saisonnières pendant une période particulièrement prolongée. Nous pourrions observer quelques légères fluctuations au fil des jours, mais le schéma général est désormais verrouillé par la mécanique céleste. Les températures maximales durant la journée, qui devraient normalement se situer autour du point de congélation ou quelques degrés au-dessus, auront toutes les peines du monde à sortir des valeurs négatives extrêmes. Quant aux minimales durant la nuit, elles s'enfonceront bien en dessous de zéro. Ce froid persistant crée un effet cumulatif dévastateur sur tous les problèmes d'infrastructure que nous avons déjà évoqués. La neige et la couche de glace tombée durant la tempête ne fondent pas, car le mercure ne remonte pas assez longtemps pour permettre un dégel efficace. Pire encore, nous redoutons désormais les cycles de regel successifs. Si de courtes périodes de dégel surviennent durant l'après-midi, l'eau fondue se transformera à nouveau en glace solide durant la nuit, créant des couches translucides bien plus dangereuses et difficiles à déblayer
que la neige initiale. Le pic de l'activité orageuse la plus intense sera probablement atteint d'ici 4 ou 5 jours. Cependant, le froid qui s'installe fermement à sa suite, ainsi que la pression insoutenable exercée sur les infrastructures et les communautés, en dureront bien plus longtemps que ce que la plupart des gens imaginent. En nous projetant vers la semaine prochaine, les nouvelles ne sont guère encourageantes. Nous ne prévoyons aucun réchauffement notable. Au contraire, nous attendons que la masse d'air arctique s'installe dans toute sa puissance glaciale. Avec un ciel qui pourrait se dégager de ces nuages, la chaleur accumulée à la surface de la Terre s'échappera encore plus rapidement vers l'espace durant les longues nuits polaires. Les zones déjà couvertes d'un manteau neigeux seront particulièrement touchées car la neige réfléchit la faible lumière du soleil et isole le sol, empêchant la moindre chaleur souterraine de remonter pour adoucir l'air ambiant. Il faut comprendre que l'atmosphère a besoin de temps pour se réorganiser et pour évacuer cette masse vers le nord. Ce n'était pas dit un processus qui se fait en une nuit ou par un simple changement de vent. Il faut que la stratosphère se refroidisse à nouveau, que les vents globaux se réalignent et que le vortex polaire retrouve sa force et sa structure initiale. Pendant tout ce temps de transition, l'air arctique reste là, immobile, au-dessus de nos têtes. Cette durée prolongée nous amène à considérer un autre facteur crucial, mais souvent ignoré, la fatigue humaine face à une crise qui s'étire. Dans une urgence brève comme un ouragan ou une tornade, l'adrénaline et la mobilisation immédiate nous portent durant quelques heures ou quelques jours. Mais quand l'épreuve dure 2 semaines, les réserves alimentaires et énergétiques s'épuisent, le matériel se brise sous l'usage ininterrompu et les citoyens s'épuisent psychologiquement. Cette lassitude profonde peut mener à des erreurs de jugement tragiques ou à des prises de risques inutiles simplement parce que les individus sont exténués par la vigilance de chaque instant nécessaire pour assurer leur simple survie. Face à l'ampleur de cette crise, la sagesse pratique ne doit plus être considérée comme un simple conseil, mais comme une discipline de vie indispensable pour assurer notre sécurité commune. Puisque nous savons désormais que le froid va s'installer pour une durée de 2 semaines ou plus, notre stratégie doit passer d'une réaction d'urgence à une organisation de long terme. La première mesure, et sans doute la plus humaine, consiste à maintenir le lien social malgré l'isolement physique. Il est impératif de vérifier l'état de santé de vos proches et de vos voisins, en particulier les personnes âgées qui vivent seules et qui pourraient se retrouver isolées sans que personne ne s'en aperçoive. Un simple appel téléphonique, un message ou un coup frappé à la porte peut littéralement sauver une vie. Dans ces moments de crise, la force d'une communauté se mesure à sa capacité à ne laisser personne derrière elle. Si vous ne connaissez pas encore vos voisins, c'est le moment de vous présenter et de vous assurer que chacun dispose du nécessaire pour tenir bon. À l'intérieur de nos foyers, la gestion de l'énergie devient une responsabilité partagée. Nous devons économiser l'électricité et le gaz partout où cela est possible, sans pour autant mettre notre santé en péril. Des gestes simples, répétés par des millions de foyers, permettent de soulager un réseau électrique déjà au bord de la rupture. Pensez à fermer les portes des pièces que vous n'utilisez pas pour concentrer la chaleur là où elle est la plus nécessaire. Gardez vos stores et vos rideaux fermés durant la nuit afin de créer une couche d'isolation supplémentaire contre le gel extérieur. Soyez également attentifs à vos réglages de thermostat pour éviter les surcharges inutiles. Cependant, la quête de chaleur ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité la plus élémentaire. Chaque hiver, des tragédies évitables surviennent car les règles de sécurité sont ignorées dans l'urgence. Si vous utilisez des générateurs de secours, placez-les impérativement à l'extérieur, loin des fenêtres et des portes, et jamais dans un garage ou un sous-sol. Le monoxyde de carbone est un tueur silencieux qui agit rapidement et sans odeur. De même, les chauffages d'appoint doivent être maintenus à une distance de sécurité suffisante de tout matériau combustible. Si vous disposez d'un foyer ou d'un poêle à bois, assurez-vous que la ventilation fonctionne parfaitement pour éviter l'accumulation de gaz toxiques. Ces risques ne sont pas théoriques. Ils représentent
la cause principale des décès lors de tels événements climatiques. En prévision d'éventuelles coupures de courant ou de l'impossibilité de vous déplacer, assurez-vous de disposer de réserves suffisantes pour plusieurs jours. Votre stock doit inclure de l'eau potable, des aliments non périssables qui ne nécessitent pas de cuisson, vos médicaments habituels, ainsi que des lampes de poche et des piles de rechange. Prévoyez également un moyen de vous tenir chaud de manière autonome, ou comme des couvertures thermiques ou des vêtements techniques, au cas où votre système de chauffage principal viendrait à lâcher. Pour la plupart d'entre nous, ces réserves ne seront peut-être pas utilisées, mais pour ceux qui se retrouveront isolés, elles feront toute la différence entre un simple désagrément et une situation d'urgence vitale. Enfin, n'oubliez pas que la santé mentale est tout aussi cruciale que la sécurité physique durant ces périodes de confinement forcé. L'isolement, le manque d'activité et le stress constant lié à la météo peuvent provoquer ce que l'on appelle la fièvre des cabanes. Soyez patient avec vous-même et avec ceux qui partagent votre espace. Trouvez des occupations pour briser la monotonie, restez connecté avec le monde extérieur par téléphone ou Internet, et essayez de maintenir une forme de routine quotidienne. Reconnaissez également vos propres limites physiques. Si vous êtes âgé ou si vous souffrez de problèmes de santé, ne tentez pas de déneiger votre allée ou de marcher sur le verglas par simple habitude ou par fierté. Accepter de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de sagesse. En restant vigilant et solidaire, nous traverserons ces 2 semaines difficiles un jour après l'autre. Pendant que la majorité d'entre nous se calfeutre pour échapper à la morsure du gel, une armée de travailleurs de l'ombre s'active dans des conditions que l'on ne peut qualifier que d'héroïques. Ces hommes et ces femmes ne sont pas seulement des professionnels accomplissant une tâche, ils sont les piliers qui maintiennent notre civilisation debout alors que la nature tente de la mettre à genoux. Leurs actions, souvent invisibles, jusqu'à ce qu'une crise majeure ne les mette brutalement en lumière, constituent par la véritable mesure de notre résilience collective. Pensons un instant aux équipes des services publics qui travaillent sans relâche dans des conditions brutales et inhumaines. Imaginez monter au sommet d'un poteau électrique alors que des vents hurlants et glacés tentent de vous déséquilibrer et que vos doigts s'engourdissent malgré les protections. Ils luttent contre la montre pour rétablir le courant, sachant que chaque minute de retard signifie une maison de plus plongeant dans un froid mortel. Ce sont des techniciens qui interviennent sur des lignes à haute tension sous le blizzard, de maniant des équipements rendus fragiles par le gel extrême pour que nous puissions garder la lumière et la chaleur. Sur nos routes transformées en patinoires mortelles, les services d'urgence et les premiers répondants font preuve d'un courage exemplaire. Ils se lancent sur des chaussées impraticables pour porter secours à ceux qui sont en détresse, naviguant dans un voile blanc où la visibilité est nulle. Dans nos hôpitaux, le personnel médical réalise des prouesses de dévouement. Beaucoup de soignants doublent leur garde ou dorment sur place pour s'assurer que les établissements de santé restent opérationnels, alors même que le flux de patients victimes du froid ne cesse de croître. N'oublions pas non plus les maillons essentiels de notre chaîne logistique. Les chauffeurs de camions qui bravent les autoroutes désertes pour acheminer des vivres et des fournitures médicales essentielles accomplissent une mission vitale. Les employés des épiceries et des pharmacies, qui s'efforcent d'ouvrir leurs portes malgré les difficultés de transport, garantissent que les produits de première nécessité restent accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Si vous faites partie de ces personnes qui travaillent actuellement pour maintenir les services essentiels, sachez que votre travail a une importance immense et que nous vous en sommes profondément reconnaissants. Cette crise, aussi dure soit-elle, agit comme un révélateur de caractère, tant individuel que collectif. La difficulté a cette capacité unique d'enseigner des leçons que les temps de prospérité ne pourront jamais nous apporter. Ojal nous rappelle qu'au-delà de nos technologies sophistiquées et de notre confort moderne, nous restons dépendants de systèmes naturels bien plus puissants que nous. Cela nous impose une certaine forme d'humilité, une reconnaissance de notre place au sein des systèmes naturels plutôt qu'au-dessus d'eux. Mais il y a aussi
quelque chose de fortifiant dans le fait de traverser ensemble ces moments d'épreuve. Les récits que nous partagerons sur cet hiver feront partie de notre histoire commune. La manière dont les voisins s'entraident aujourd'hui restera gravée dans les mémoires bien après la fonte des glaces. La résilience dont font preuve nos communautés crée une confiance renouvelée pour affronter les défis futurs, quels qu'ils soient. Nous ne traversons pas seulement 2 semaines de froid, là nous consolidons les liens invisibles qui font de nous une société capable de tenir bon face à l'adversité. Restez au chaud, restez en sécurité et n'oubliez jamais de veiller sur ceux qui vous entourent. La solidarité est notre arme la plus efficace contre le gel de l'Arctique. Nous avons parcouru ensemble un chemin complexe, depuis la science invisible qui s'agite dans notre atmosphère jusqu'aux impacts concrets qui frappent nos communautés au cœur même de l'hiver. À ce stade, il est essentiel de réaffirmer une vérité fondamentale. Reconnaître la gravité de la situation n'est pas un acte destiné à propager la peur, mais un témoignage de respect envers la réalité. Le froid est bien réel, les risques pour nos vies sont tangibles et les défis que doivent relever nos infrastructures sont considérables. Cependant, l'être humain possède une capacité extraordinaire à surmonter les épreuves lorsqu'il dispose des outils et de l'information nécessaires pour agir avec responsabilité. La sagesse pratique pour les jours qui viennent est d'une simplicité désarmante, bien que sa mise en œuvre demande un effort constant. Pensez à vérifier l'état de vos proches, surtout les personnes âgées vivant seules. Un appel ou un coup à la porte peut faire toute la différence. Si la plupart d'entre nous s'en sortiront indemnes, ceux qui sont en difficulté ont besoin que quelqu'un s'en aperçoive. Soyez cette personne attentive pour votre entourage. Les liens communautaires sont le moteur qui nous permet de traverser les crises, car c'est dans l'adversité que l'on découvre si ces liens existent vraiment. Économisez l'énergie autant que possible sans pour autant vous mettre en danger. Des gestes simples comme fermer les pièces inutilisées ou tirer les rideaux la nuit pour réduire la perte de chaleur s'additionnent à l'échelle de millions de foyers et soulagent nos systèmes sous tension. N'oubliez jamais les règles de sécurité vitale. Les générateurs doivent impérativement rester à l'extérieur, jamais dans un garage ou un sous-sol, car le monoxyde de carbone tue sans bruit et sans prévenir. Les chauffages d'appoint exigent de l'espace par rapport à tout matériau inflammable et vos cheminées doivent être correctement ventilées. Ce ne sont pas des risques théoriques, ce sont les causes réelles de nombreux décès lors de tels événements. Assurez-vous d'avoir des réserves suffisantes d'eau, de nourriture non périssable et de médicaments pour être autonome durant plusieurs jours si nécessaire. Enfin, connaissez vos limites physiques et n'ayez pas honte de demander ou d'accepter de l'aide. Malgré la rudesse de ce que nous affrontons, gardez en tête une perspective essentielle. Cette situation n'est pas éternelle. L'hiver cède toujours la place au printemps. Le gel finira par se briser et la vie reprendra son cours normal. Nous regarderons alors cette période comme un défi que nous avons surmonté ensemble. Nos ancêtres ont survécu à des âges de glace avec bien moins de ressources que nous. Nous avons des bâtiments chauffés, une médecine moderne et des systèmes de communication. Nous sortirons de cette épreuve avec des leçons précieuses sur l'amélioration de nos infrastructures et la force de nos réseaux de soutien. Les tempêtes révèlent le caractère tant individuel que collectif. Elles nous rappellent avec humilité que, malgré toute notre technologie, nous dépendons toujours de systèmes naturels bien plus puissants que nous. Mais elles mettent aussi en lumière l'héroïsme discret de ceux qui maintiennent les services essentiels, aux techniciens qui réparent les lignes sous le gel, aux secouristes sur les routes glacées et aux soignants dans les hôpitaux. Merci. Votre travail est ce qui rend tout le reste possible. Alors que nous faisons face aux jours difficiles à venir, nous ne sommes pas seuls. Nous avançons ensemble, un jour à la fois, un acte de bonté à la fois, jusqu'à ce que la saison tourne enfin. Restez au chaud, restez en sécurité et veillez sur vos voisins. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et quelles sont les conditions chez vous. Partager nos expériences nous aide à rester connectés et préparés. L'hiver peut être féroce, mais l'esprit humain l'est tout autant.
N'oubliez jamais que le printemps finit toujours par arriver. Au-delà du spectacle saisissant des paysages transformés en déserts de glace, une autre tempête, plus silencieuse mais tout aussi dévastatrice, se propage dans les fondations de notre société. Les conséquences économiques de cet événement commencent à s'accumuler, créant une onde de choc qui persistera bien après la fonte des neiges. Les entreprises locales, celles qui dépendent du flux quotidien des clients pour survivre, voient pour leurs revenus s'effondrer totalement car personne ne peut plus se déplacer en sécurité. Pour les travailleurs payés à l'heure, cette paralysie n'est pas simplement un congé forcé, c'est une perte de salaire sèche qui met en péril leur capacité à payer leurs factures les plus élémentaires. Les communautés qui étaient déjà dans une situation de précarité économique sont celles qui portent aujourd'hui le fardeau le plus lourd, car elles ne disposent d'aucun coussin de sécurité pour absorber un tel choc. Cette fragilité est accentuée par la nature même de notre économie moderne, construite sur la logistique du flux tendu. Dans ce système, les stocks sont réduits au minimum et les marchandises arrivent précisément au moment où elles sont nécessaires. Mais lorsque les autoroutes sont impraticables et que les lignes de chemin de fer sont bloquées par des aiguillages gelés, ce mécanisme parfaitement huilé se grippe brutalement. Les rayons des épiceries se vident, les pharmacies attendent des médicaments qui ne viennent pas et les usines de fabrication s'arrêtent faute de composants. Nous réalisons alors avec une pointe d'angoisse à quel point nos vies dépendent d'une chaîne de transport qui peut être brisée par quelques degrés de moins dans l'atmosphère. Ce qui inquiète le plus les responsables de la gestion des urgences, c'est le caractère en cascade des défaillances. Une seule panne était gérable, mais quand plusieurs systèmes tombent simultanément, la situation devient exponentiellement plus complexe. Si l'électricité se coupe, les pompes à eau perdent leur alimentation, ce qui entraîne une chute de la pression dans les conduits. Sans cette pression, les pompiers se retrouvent démunis pour combattre les incendies domestiques, ils qui augmentent pourtant durant les grands froids à cause des chauffages de fortune. Chaque incident se nourrit de l'autre, créant un réseau de crises imbriquées où la coordination devient un défi titanesque. Au milieu de cette bataille technique, il y a le facteur humain, et plus précisément la fatigue mentale. Les psychologues connaissent bien ce phénomène que l'on appelle la fièvre des cabanes. Après plusieurs jours d'isolement forcé, de froid constant et de vigilance ininterrompue, l'esprit commence à s'épuiser. Le stress de savoir si le toit va tenir sous le poids de la neige, si les tuyaux vont éclater ou si l'électricité va tenir finit par user les nerfs les plus solides. Cette lassitude est dangereuse, car elle pousse parfois les individus à baisser leur garde, à prendre des risques inutiles ou à faire des erreurs de jugement qu'ils n'auraient jamais commises en temps normal. Pourtant, c'est aussi dans ces moments de fatigue extrême que la force du caractère collectif se révèle. La résilience n'est pas seulement une capacité technique à réparer des machines, c'est la volonté d'un peuple de s'entraider malgré l'épuisement. Pour tenir sur la durée, nous devons trouver des moyens de maintenir notre santé mentale. Rester connecté avec les autres, même par téléphone ou en ligne, partager ses inquiétudes et trouver des moments de patience envers soi-même et les autres sont des actes de survie tout aussi importants que de stocker de la nourriture. Enfin, cet événement nous impose une réflexion profonde sur l'avenir. Nous ne pouvons plus nous contenter de planifier pour un hiver moyen. Donc nous devons intégrer la résilience dans nos infrastructures pour faire face à ces extrêmes qui pourraient pas devenir plus fréquents. Cela signifie construire des réseaux électriques plus robustes, des systèmes d'eau mieux isolés et des chaînes d'approvisionnement plus flexibles. La phrase «ce n'est que le début» doit être entendue comme un appel à la transformation de notre manière de bâtir et de vivre ensemble, afin que nous soyons prêts pour le prochain assaut de l'Arctique. Au moment précis où ce froid s'abat sur le continent, les centres d'opération d'urgence de dizaines d'États sont en pleine effervescence. Ce n'est pas une simple routine administrative, car les responsables savent qu'ils font face à une situation capable de saturer totalement nos capacités de réponse habituelles. Des gouverneurs ont déjà apposé leur signature sur des déclarations d'urgence, des actes officiels qui permettent de libérer des ressources massives et d'autoriser les services publics
à faire venir des renforts d'autres régions. Ces mesures ne sont pas prises par excès de prudence, mais pour répondre à des conditions extrêmes qui provoquent déjà des perturbations majeures et qui menacent de s'aggraver de jour en jour. Le calendrier de cette crise est crucial pour comprendre l'épuisement actuel. Le schéma a commencé à se dessiner vers la fin du mois de janvier, mais l'intensification brutale s'est produite au cours des derniers jours. Derrière les tempêtes de neige et de glace se cache un problème plus vaste, une masse d'air arctique immobile qui refuse de s'évacuer. Dans le Midwest, les alertes au blizzard signifient des vents violents et une visibilité nulle, rendant les routes non seulement impraticables, mais littéralement invisibles. Les conducteurs qui s'y aventurent mettent leur vie en péril et forcent les secours à des interventions héroïques qui épuisent les effectifs. Dans les zones rurales, certaines communautés se retrouvent déjà totalement isolées du reste du monde, ne pouvant compter que sur leurs propres réserves en attendant que les secours puissent enfin se frayer un chemin. Mais là où la neige peut être déblayée, la glace dans les États du centre reste le plus grand cauchemar des autorités. Contrairement à la neige, la pluie verglaçante recouvre tout ce qu'elle touche, alourdissant les lignes électriques jusqu'à ce que les poteaux cèdent sous le poids ou que les arbres s'effondrent sur les câbles. Les réparations sont d'une complexité extrême car le froid rend les métaux fragiles et limite le temps que les ouvriers peuvent passer en extérieur sans risquer leur vie. L'inquiétude majeure concerne désormais la capacité de notre infrastructure à tenir sur la durée. Contrairement à une crise aiguë et courte, une épreuve de 2 semaines épuise les stocks de carburant pour les générateurs de secours et provoque des pannes de matériel dues à une utilisation ininterrompue. La fatigue devient alors un facteur de risque mortel. Les responsables surveillent heure par heure la stabilité du réseau électrique, la circulation des camions de ravitaillement et l'intégrité des gazoducs. La situation est d'autant plus tendue que les accords d'entraide mutuelle, qui permettent habituellement aux États de s'entraider, au sein sont presque impossibles à activer. Lorsque 30 États souffrent simultanément du même gel, aucune région ne dispose de ressources superflues à envoyer à son voisin. Chacun doit faire face à sa propre version de l'urgence avec ses propres moyens. Dans les rayons des magasins, des vides commencent à apparaître là où les camions n'ont pas pu livrer, et certaines stations-service rurales se retrouvent à sec car les camions-citernes ne peuvent plus circuler en sécurité. Ce que nous vivons est une épreuve de force où chaque maillon de notre système est testé jusqu'à son point de rupture. Pour comprendre véritablement l'ampleur de l'épreuve que nous traversons, il faut porter notre regard bien plus haut que les nuages de neige vers des régions de l'atmosphère que la plupart des gens ne voient jamais. C'est là, et à des kilomètres au-dessus du pôle Nord, que réside un acteur invisible mais tout-puissant de notre climat, le vortex polaire. Imaginez ce vortex comme une immense rivière de vent tourbillonnant à une vitesse vertigineuse, formant une boucle fermée tout autour de l'Arctique. Ce n'est pas un simple courant d'air, c'est une barrière protectrice colossale, une sorte de clôture atmosphérique dont le rôle crucial est de maintenir l'air le plus glacial de la planète enfermé là où il doit être, tout en haut du globe. Ce système existe grâce à la différence de température monumentale entre l'Arctique, plongé dans l'obscurité de l'hiver, et les régions situées plus au sud. Ce contraste thermique crée une pression qui alimente ces vents puissants. Tant que ce cercle de vent reste fort et stable, nous sommes protégés. L'hiver peut être froid, certes, mais il reste dans les limites de ce que nos villes et nos corps ont appris à supporter. Cependant, ce que les scientifiques ont observé à la mi-janvier est un scénario catastrophe pour cette stabilité. Un phénomène violent, appelé réchauffement stratosphérique soudain, a frappé le sommet de notre atmosphère. En seulement quelques jours, la température dans la stratosphère au-dessus de l'Arctique a bondi de plusieurs dizaines de degrés. Ce choc thermique a agi comme une explosion au cœur de la mécanique céleste, brisant net la course du vortex polaire. Au lieu de rester un flux circulaire uni et puissant, le vortex s'est affaibli, s'est déformé, puis il a fini par faire ce qui n'arrive que lors des hivers les plus extrêmes.
il s'est scindé en deux ou plusieurs morceaux. Une fois cette barrière protectrice brisée, il n'y a plus rien pour retenir l'air arctique. C'est comme si des trous gigantesques étaient apparus dans une clôture de retenue. L'air polaire, autrefois prisonnier, s'est alors mis à déborder et à s'écouler vers le sud, envahissant nos latitudes avec une brutalité inouïe. Ce que vous ressentez sur votre visage quand vous sortez, ce froid qui vous frappe comme une force physique, n'est pas un froid ordinaire né de nos saisons. C'est l'air pur du pôle Nord, un air qui appartient normalement à des régions situées à des milliers de kilomètres plus au nord, et qui se trouve aujourd'hui là où nous vivons. Mais le point le plus critique, celui qui doit retenir toute notre attention, est la question de la durée. Pourquoi ce froid ne s'en va-t-il pas? Dans une tempête hivernale classique, l'air froid passe et s'évacue en 3 ou 4 jours. Mais ici, c'est différent. Parce que le vortex lui-même est brisé, l'atmosphère a perdu son organisation habituelle. L'air arctique ne se contente pas de passer, il s'installe, il s'ancre dans nos paysages comme un lac de gel profond et lourd. Les experts nous avertissent que le rétablissement d'un tel système prend du temps. Il faut que la stratosphère se refroidisse à nouveau, que les vents se réalignent et que le vortex retrouve sa force pour aspirer cet air glacial vers le pôle. Historiquement, de tels événements de rupture ne se résolvent jamais en une nuit. Nous parlons d'une période qui se mesure en semaines. Même si la tempête de neige s'arrête, le schéma atmosphérique reste verrouillé. Les températures resteront bien en dessous des normales, car le courant jet, qui est cette autre rivière d'air, continue de diriger le froid vers nous au lieu de laisser la douceur remonter. C'est pour cette raison que les 2 prochaines semaines seront les plus éprouvantes de la décennie. Nous ne sommes pas simplement face à une mauvaise météo, mais face à une panne temporaire de la mécanique climatique globale qui nous protégeait. Comprendre cette science, c'est comprendre que nous ne pouvons pas simplement attendre que cela passe demain. Nous devons nous préparer pour un siège de longue durée. L'histoire n'est pas simplement une succession de chiffres et de dates dans des registres météorologiques. Elle était le récit des expériences vécues par des millions de personnes et le guide indispensable pour traverser l'épreuve actuelle. Si l'on regarde en arrière, on s'aperçoit que l'atmosphère nous envoie parfois des avertissements que nous avons tendance à oublier une fois le printemps revenu. L'hiver de 1985 reste, à cet égard, une leçon de survie d'une brutalité rare. Cette année-là, une rupture du vortex polaire, étrangement semblable à celle que nous observons aujourd'hui, avait laissé l'air arctique s'installer profondément dans le continent pendant plusieurs semaines. Ce que cet hiver de 1985 nous a enseigné de plus terrible, c'est que le froid extrême est un tueur patient. La mortalité n'avait pas atteint son sommet durant la tempête initiale, mais bien dans les jours et les semaines qui ont suivi, alors que les systèmes commençaient à s'effondrer les uns après les autres. Les gens succombaient aux pannes d'électricité prolongées, aux intoxications au monoxyde de carbone, dues à des chauffages de fortune et à l'épuisement de leur organisme face à un froid qui ne leur laissait aucun répit. À cette époque, nous ne disposions ni d'Internet ni de téléphone portable pour diffuser l'alerte en temps réel. Les secours étaient bien plus isolés et les prévisions beaucoup moins précises. Pourtant, malgré nos technologies actuelles, nous sommes aujourd'hui plus vulnérables par notre dépendance absolue à une infrastructure centralisée et complexe. En 1985, une plus grande partie de la population rurale savait encore vivre de manière autonome, utilisant le bois ou le propane, des sources de chaleur qui ne dépendaient pas d'un réseau électrique fragile. Le traumatisme plus récent du Texas, en février 2021, illustre parfaitement ce que signifie une défaillance systémique moderne. Dans un état où l'infrastructure n'était tout simplement pas conçue pour un froid aussi intense, le réseau électrique s'est effondré de manière catastrophique, laissant des millions de citoyens sans lumière ni chaleur pendant des jours. Les pertes économiques se sont comptées en dizaines de milliards de dollars, mais le coût humain, lui, fut incalculable. Cet événement a brisé le mythe de l'invulnérabilité. Supposer qu'une chose n'arrivera jamais, sous prétexte qu'elle n'est pas arrivée de mémoire d'homme, est une erreur que nous payons aujourd'hui très cher.
À travers chacun de ces événements historiques, des schémas de danger identiques se dessinent systématiquement. Le froid n'est qu'une partie du péril. Les décès surviennent à cause des incendies domestiques provoqués par des systèmes électriques surchargés, des accidents de la route sur des chaussées invisibles sous la glace et des crises cardiaques lors de l'effort de déneigement. Mais la leçon la plus constante de notre histoire est que les populations vulnérables sont toujours les premières victimes. Les personnes âgées, les personnes isolées et celles qui n'ont pas les ressources nécessaires pour se protéger portent toujours le fardeau le plus lourd. Cependant, au milieu de ces récits de détresse, l'histoire nous montre aussi la voie de la résilience. En 1996, alors que des blizzards paralysaient l'est du pays, c'est la solidarité organique des communautés qui a sauvé la situation. Lorsque les institutions officielles sont saturées, ce sont les voisins qui prennent le relais. C'est ce voisin qui possède un véhicule tout-terrain et qui transporte un malade à l'hôpital, ou cet inconnu qui ouvre sa porte à une famille privée de chauffage. La véritable mesure de notre capacité à survivre réside dans ces liens invisibles de solidarité. Vérifier l'état de santé de ceux qui nous entourent, frapper aux portes, s'assurer qu'une fumée sort bien de la cheminée d'en face, voilà ce qui, historiquement, a toujours fait la différence entre la vie et la mort. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de ces leçons et notre survie dans les 2 prochaines semaines dépend de notre capacité à les appliquer avec rigueur et humanité. Le secteur agricole encaisse actuellement des coups d'une violence inouïe dont la véritable ampleur ne sera pleinement comprise que dans plusieurs semaines, mais voire plusieurs mois. Imaginez ces plaines immenses où le bétail lutte pour sa survie. Les animaux ont désespérément besoin d'une protection contre un froid aussi extrême, mais malgré les précautions les plus rigoureuses des éleveurs, les systèmes d'eau finissent par geler, privant les bêtes de cette ressource vitale. Les récoltes qui auraient pu bravement traverser un hiver normal se retrouvent aujourd'hui condamnées, menacées par des températures qui dépassent les seuils de tolérance biologique. Lorsque le mercure descend aussi bas, les conséquences économiques globales de cet événement dépassent de loin les simples frais immédiats liés aux interventions d'urgence ou à la remise en état des infrastructures publiques. Cette crise climatique agit comme un puissant révélateur de la fragilité de notre modèle économique moderne. Nos chaînes d'approvisionnement sont aujourd'hui lourdement perturbées car le transport routier est devenu une entreprise trop périlleuse pour être maintenue. Dans certaines régions, les rayons des épiceries présentent des vides inquiétants là où les camions n'ont pas pu livrer les produits frais et essentiels. Les stations-service, particulièrement dans les zones rurales, se retrouvent non parfois à sec parce que les camions-citernes sont incapables de circuler en sécurité sur des routes transformées en miroirs de glace. Ces pertes, qu'elles soient agricoles ou commerciales, se manifesteront dans les données économiques nationales pendant de longs mois, bien après que la neige aura disparu. Le coût humain de cette paralysie économique est tout aussi poignant. Les travailleurs payés à l'heure, ou ceux qui forment la base de notre économie de services, se retrouvent sans salaire lorsque les entreprises ferment leurs portes ou qu'ils sont incapables de rejoindre leur poste. Cette perte de revenus soudaine crée une détresse immédiate pour des milliers de familles qui n'ont pas de réserve financière. Parallèlement, nos systèmes de santé subissent une double pression étouffante. Ils doivent faire face à un afflux massif de patients souffrant de blessures liées au froid ou d'accidents sur le verglas, tout en luttant contre l'absence de leur propre personnel bloqué par les intempéries. Enfin, l'infrastructure elle-même subit une dégradation silencieuse mais coûteuse. Les routes et les ponts sont martyrisés par les cycles de gel et de dégel, créant des fissures et des nids de poules qui nécessiteront des réparations s'élevant à des milliards de dollars. Les canalisations d'eau, particulièrement dans les régions du sud peu habituées à ces extrêmes, éclatent massivement, causant des dégâts immobiliers considérables qui feront s'envoler les réclamations d'assurance. Nous réalisons alors que l'efficacité de notre économie dépend d'une stabilité climatique
que nous avons trop longtemps tenues pour acquises. Le redressement sera long et le coût total de ces 2 semaines de gel marquera l'histoire économique de cette décennie. La situation que nous traversons est d'une gravité exceptionnelle. Le froid est une réalité physique brutale, les risques pour la vie sont palpables et les défis qui pèsent sur nos infrastructures ainsi que sur nos communautés sont colossaux. Reconnaître cette vérité n'est pas une tentative de semer l'effroi, mais une marque de respect pour la réalité, nous permettant de nous préparer et de réagir avec la dignité nécessaire. Les êtres humains possèdent une capacité d'adaptation extraordinaire lorsqu'ils comprennent l'ampleur du défi et qu'ils disposent des informations vitales pour y faire face. La sagesse pratique pour les jours qui nous séparent du dégel est simple, bien que son application exige une vigilance de chaque instant. Le geste le plus crucial reste la solidarité humaine. Vérifiez l'état de vos proches et tout particulièrement des personnes âgées vivant seules et isolées. Un simple appel téléphonique ou un coup frappé à la porte peut faire basculer le destin, car la plupart des gens iront bien, mais ceux qui sont en détresse ont désespérément besoin que quelqu'un s'en aperçoive. Soyez ce veilleur pour votre entourage. C'est dans ces moments de crise que les liens invisibles de nos communautés se révèlent et nous portent. Dans la gestion de votre foyer, économisez l'énergie avec discernement sans jamais compromettre votre sécurité. Des actions modestes, comme isoler les pièces inutilisées ou fermer les rideaux la nuit pour freiner la déperdition thermique, s'additionnent à l'échelle de millions de foyers pour soulager des réseaux électriques déjà au bord de la rupture. Cependant, ne faites jamais de compromis avec les règles de survie élémentaires. Les générateurs de secours doivent impérativement rester à l'extérieur, car le monoxyde de carbone est un poison silencieux qui frappe vite et sans prévenir. Veillez à ce que vos appareils de chauffage soient éloignés de tout matériau combustible et que vos conduits de cheminée soient parfaitement dégagés. Assurez-vous de disposer de réserves suffisantes pour tenir plusieurs jours en cas de coupure de courant prolongée ou d'impossibilité de circuler, de l'eau, des aliments non périssables, vos médicaments essentiels et de quoi vous éclairer. Pour beaucoup, ces stocks resteront inutilisés, mais pour ceux qui se retrouveront coupés du monde, ils représenteront la frontière entre un simple désagrément et une urgence vitale. Surtout, connaissez vos limites physiques. Si votre santé est fragile ou si vous êtes âgé, ne tentez pas de braver le froid pour déneiger par simple habitude. Accepter de l'aide est une preuve de sagesse, pas de faiblesse. Malgré la rudesse de ce siège arctique, gardez à l'esprit que cette épreuve est temporaire. L'hiver finit toujours par s'incliner devant le printemps et la vie reprendra bientôt son cours normal. Nous avons survécu à des ères glaciaires avec des moyens bien plus rudimentaires que nos bâtiments chauffés et nos systèmes de communication modernes. Nous sortirons de cette expérience avec une connaissance plus fine de la vulnérabilité de nos infrastructures et de la force de nos réseaux de soutien. Cet événement nous impose une forme d'humilité nécessaire. Malgré toutes nos technologies, nous restons dépendants de systèmes naturels dont la puissance dépasse tout ce que nous pouvons bâtir. Il est temps de rendre hommage à ceux qui luttent en première ligne. Les techniciens des services publics qui travaillent dans des conditions inhumaines pour rétablir l'électricité, les secouristes qui bravent des routes mortelles, le personnel médical qui assure la permanence des soins malgré l'épuisement, et tous les travailleurs de l'ombre qui maintiennent nos services essentiels. Votre dévouement est le ciment de notre résilience. Alors que nous affrontons les derniers jours de ce gel historique, nous ne sommes pas seuls, bien que nous soyons dispersés sur des millions de kilomètres carrés. Nous partageons la même épreuve et la même détermination. Restez au chaud, restez vigilants et continuez à prendre soin les uns des autres. N'hésitez pas à partager votre situation et votre localisation en commentaire, car l'échange d'informations nous rend tous plus forts et plus préparés. L'hiver peut être féroce, mais l'esprit humain est une force que rien ne peut glacer. Nous traverserons cela ensemble, un jour après l'autre, jusqu'à ce que le froid relâche enfin sa prise, car n'oubliez jamais que le printemps finit toujours par triompher.